Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. De cette édition, à l'Assemblée nationale, les travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2023 se poursuivent. Ce matin, Oumarou Hamani Diori, un membre de la CNH, a prêté serment. Les détails dans ce journal. Le ministre de la Défense nationale a présidé ce matin la cérémonie de passation du commandement entre le chef d'état-major sortant et l'entrant. À suivre également les échos dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonne rupture de jeûne et ravi de vous retrouver dans ce 20h de ce vendredi 7 avril 2023. Je l'ai annoncé à l'instant dans les titres. Les travaux en séance plénière de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2023 se poursuivent à l'hémicycle. Ce matin, 2 projets de loi étaient examinés et adoptés par les députés nationaux. Salimatou Abdou et Idriss Mahman pour le compte rendu. Pour cette séance plénière de ce vendredi 7 avril est inscrit à l'ordre du jour l'examen de l'adoption des projets d'ordre du jour et du calendrier des travaux, ainsi que la prestation du serment d'un membre de la Commission nationale des droits humains. Ainsi, après avoir parcouru les différents articles des 2 points à l'examen et au terme des suggestions et remarques soulevées par les honorables députés. 740 000 DI, soit environ $1 million des États-Unis d'Amérique sur les ressources ordinaires de la Banque islamique de développement BID et $1 million des États-Unis d'Amérique sur les ressources du Fonds de solidarité islamique et de développement FICID, signé le 4 décembre 2022 à Paris pour le financement du programme régional de cartographie. Donc l'ordre du jour est adopté. Passons au calendrier des travaux. Projet de calendrier des travaux. Au cours de cette plénière, M. Oumar Hamani Diori, un membre de la Commission nationale des droits humains, a prêté serment. Un exercice qui le renvoie ainsi à l'exercice de sa fonction. J'invite M. Oumarou Diori Hamani, représentant élu des avocats à la Commission nationale des droits humains, à venir à la tribune de l'Assemblée nationale pour lever la main droite, lire la formule du serment et dire « je le jure ». De bien et fidèlement remplir les fonctions telles que prévues par la Constitution et la loi, de les exercer en toute indépendance, d'assurer sans défaillance les devoirs que la Constitution et la loi m'imposent et de garder le secret des informations et des délibérations en cas de parjure que je subisse des rigueurs de la loi. La séance plénière étant levée, elle reprendra demain samedi le 8 avril avec comme ordre du jour l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Défense nationale a présidé ce matin à la caserne génie militaire de Niamey la cérémonie de passation entre le chef d'état-major sortant et l'entrant, le général de division Abdou Sidikou Issa Mohamed Souley et Soumaïla Dandi pour le compte rendu. Ainsi, le général de corps d'armée Salif Modi passe le commandement des forces armées nigériennes au général de division Abdou Sidikou Issa. Le nouveau patron de l'armée nigérienne, général Abdou Sidikou Issa, est un ancien pensionnaire de l'école préparatoire militaire technique de Benjerville en République de Côte d'Ivoire. Le général de division Abdou Sidikou Issa est né le 14 mars 1964. Après la formation d'élèves officiers d'actifs à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, il suivit le cours d'application de l'armée blindée et de la cavalerie à Saumur en France, le cours d'état-major à Koulikoro au Mali et enfin le cours supérieur d'état-major interforce école de guerre à Rome, Italie. Il est également titulaire du diplôme de hautes études de défense du même institut. Le général de division Abdou Sidikou Issa est également titulaire d'un master 2 en études de sécurité internationale de l'université de Pérouse en Italie.
et d'un master en études internationales stratégiques militaires de l'Université de Milan et de l'Université de Luz de Rome. Commandeur de l'Ordre national du Niger, le général de division Abdou Siddikou Issa a occupé successivement plusieurs postes de responsabilité au sein des forces armées nigériennes et de l'administration civile. On peut citer entre autres inspecteur général des armées et de la gendarmerie, chef d'état-major de l'armée de terre, commandant de l'opération Nga en zone de défense numéro 5 d'IFA, directeur des ressources humaines au ministère de la Défense nationale, haut commandant de la garde nationale du Niger et commandant de la zone de défense numéro 3 des Anders. Il fut également préfet de Maradi d'avril 1999 à février 2000. Le général de division Abdou Siddikou Issa est marié et père de 4 enfants. Autre aspect de cette édition, célébration ce vendredi 7 avril 2023 de la Journée mondiale de la santé, une journée à travers laquelle plusieurs activités de sensibilisation sur la santé pour tous sont initiées, n'est-ce pas, Tonkwano Fati? Chaque année, le 7 avril, des pays célèbrent la Journée mondiale de la santé. À cette occasion, des activités de sensibilisation sont organisées dans le monde entier visant à mieux informer les opinions publiques à propos de la morbidité, la mortalité et la souffrance. Cette année, la Journée mondiale de la santé coïncide avec le 75e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé. À l'instar des autres pays du monde entier, le Niger met en exergue les avancées en matière de santé publique qui ont contribué à améliorer la qualité de vie des populations au cours de ces dernières années. Les autorités en charge de la santé du Niger œuvrent à tous les niveaux pour offrir des meilleures prestations de services aux malades d'une part et d'autre part mettre les agents de santé dans des conditions pouvant leur permettre de mener à bien leur mission. Au Niger, plusieurs formations sanitaires sont créées en vue d'accueillir la population. À noter que cette journée est également une occasion d'appeler à l'action pour relever les défis qui se posent aujourd'hui et qui se poseront demain en matière de santé. Direction Tillabéri à présent, où le sous-bureau de l'Organisation mondiale de la santé a commémoré ce matin le 115e anniversaire de l'organisation, couplé à la Journée mondiale de la santé édition 2023, dont le thème retenu cette année est la santé pour tous. Ismaël Bedi et Salissou Souley depuis la capitale du fleuve. À l'instar des autres régions du pays, la région du fleuve Tillabéri a commémoré ce jour, vendredi 7 avril 2023, le 115e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, couplé à la Journée mondiale de la santé, édition 2023. Cet anniversaire donne l'opportunité au pays de faire le point des avancées en matière de santé publique, qui ont contribué à améliorer la qualité de vie des populations au cours de cette dernière décennie. Aujourd'hui est une occasion pour renforcer nos engagements à relever les défis qui se posent aujourd'hui et qui se poseront demain en matière de santé. La santé pour tous signifie que les individus et les communautés aient accès à des services de santé de qualité selon leurs besoins afin qu'ils puissent prendre soin de leur propre santé et de celle de leur famille. Pour atteindre cet objectif, nous avons besoin de mobiliser davantage de ressources pour la santé, surtout en ressources humaines. Maximisons des personnels qualifiés qui fournissent des soins de qualité centrés sur les personnes et des décideurs politiques qui s'engagent à investir dans la couverture sanitaire universelle. Cela fait 63 ans que l'OMS est au Niger aux côtés du gouvernement et des autres partenaires pour contribuer à améliorer la santé et le bien-être des populations nigériennes. À cet effet, je voudrais féliciter le Niger pour les différents progrès et succès sanitaires engrangés depuis plus de 63 ans, parmi lesquels l'éradication de la variole vert de Guinée et le tétanos néonatal. La région de Tillabéri, malgré la situation d'insécurité qui engendre le mouvement de population, les quelques rares foyers épidémiques ont été maîtrisés et les ripostes ont été efficaces. L'appui constant de l'État et de ses partenaires dans l'OMS ont pu apporter les soins de santé aux populations malgré leur statut de déplacés et réfugiés à travers la santé communautaire.
Le thème retenu par l'OMS démontre son engagement et sa capacité à travailler vaille que vaille pour assurer la santé à tous, a souligné le premier responsable de la région de Tillabéri dans son allocution de lancement des activités commémoratives dans la région de Tillabéri. Les hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, ne ménage aucun effort pour assurer la santé aux populations. Cet effort constant mené est en parfaite relation avec les organisations internationales de la santé, en l'occurrence l'OMS. Je saisis cette opportunité pour tous ceux qui, de près ou de loin, œuvrent inlassablement et en permanence aux côtés de notre région pour le bien-être de nos populations. Notons enfin qu'au niveau de la région de Tillabéri, 2 importantes activités sont retenues pour célébrer cette journée. Une conférence débat sur la notion de la santé pour tous et ses implications, et un dépistage sur l'hypertension artérielle et le diabète. Restons toujours à Tillabéri où le gouverneur de la région a mis à profit la commémoration pour lancer la caravane santé initiée par la direction régionale de la santé publique de la population et des affaires sociales avec l'appui de ses partenaires. Retrouvez Ismaël Bedi et Salissou Soleil pour le compte rendu. Promouvoir la sensibilisation, le dépistage multimaladie ainsi que l'orientation des personnes dépistées positives vers des centres médicaux référencés pour une prise en charge de qualité. C'est l'objectif visé à travers la caravane santé initiée par la direction régionale de la santé publique, de la population et des affaires sociales de Tillabéri, financée à travers le Fonds commun pour le plan de développement social et sanitaire 2022-2026. En cette journée mondiale de santé, nous profitons pour lancer une caravane de sensibilisation qui va aborder plusieurs thématiques vraiment rentrant dans l'objectif ou bien le thème de cette journée qui est la santé pour tous. Et surtout, vous savez, nous sommes en période de carême. C'est l'occasion de sensibiliser la population par rapport à son régime alimentaire. Parce que nous avons constaté que malgré qu'il y a le jeûne, et comme on l'a constaté au niveau de ce stand, en tout cas nous avons beaucoup de patients et qui ont été dépistés, qui ont des tendances à faire des hyperglycémies. Donc c'est l'occasion saisie pour que la caravane vraiment puisse mettre aussi l'accent, en plus des thématiques déjà visées, mettre l'accent par rapport au régime alimentaire qu'il faudrait adapter en cette période. Le gouverneur de la région de Tillabéri salue fortement cette heureuse initiative. La santé est un bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Si santé il y a, tout peut aller. Mais quand il n'y a pas la santé, on perd tout. Donc nous sommes venus vraiment assister au lancement de cette caravane pour sensibiliser les populations de la région de Tillabéri à se faire à faire un check sur leur santé, comme disent les médecins, un check sur leur santé, notamment pour des questions sur des aspects assez importants comme l'hypertension artérielle et l'hyperglycémie ou bien la glycémie et d'autres aspects qui regardent naturellement aussi bien la santé individuelle que la santé communautaire. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes là et nous lançons un appel aux populations de notre région pour se faire gratuitement un check de leur santé. Comme vous l'avez vu, les autorités de la région, le président du conseil régional, l'honorable chef de canton de Sakwara, le maire de la commune urbaine de Tillabéri, tout cela, le secrétaire général adjoint, tous sont là pour faire un check de leur santé et nous invitons les autres aussi à suivre le pas pour que cette caravane de la santé puisse réussir. Cette caravane de la direction régionale de la santé publique, de la population et des affaires sociales de Tillabéri sillonnera tous les 13 départements de la région de Tillabéri, toujours avec les mêmes objectifs.
Le plan social, la coordination régionale de Niamey, tournant la page, a rendu public hier après-midi une déclaration à la maison des citoyens. Objectif, fustiger les mauvaises conditions de vie socio-politiques, économiques et sécuritaires du pays durant les 2 ans du président de la République, Mohamed Bazoum, à la tête du Niger. Abdelmajid Badio et Mokhtar Issoufou pour le résumé. 2 ans au fauteuil présidentiel, 2 ans de discours, 2 ans que le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, a suscité une lueur d'espoir chez bon nombre de Nigériens. Mais la coordination régionale de Tournant la page Niamey estime à travers cette déclaration de presse que les discours et la profession maintes fois renouvelés par le président nigérien n'ont en réalité fait qu'empirer la vie socio-politique, économique et sécuritaire des Nigériens. Jamais depuis son accession à la souveraineté nationale, la vie n'a été aussi chère au Niger, alors même que le pouvoir d'achat des Nigériens ne fait que s'amenuiser du jour au lendemain. À ce triste constat s'ajoute l'inacceptable maintien à la hausse des prix des hydrocarbures à la pompe, nonobstant des promesses faites depuis 2012 de revoir à la baisse ce prix après 2 ans d'exploitation de l'or noir puisé de notre sous-sol. Ce qui fait qu'à cette date, le prix du litre de carburant au Niger coûte plus cher que dans certains pays non producteurs de pétrole. La situation de l'éducation est aussi de loin moins reluisante du fait d'une mauvaise politique éducative adoptée, faite de la contractualisation à outrance de l'enseignement et le faible budget alloué au secteur, moins de 22% du budget national, sans compter la fréquence des incendies, avec leur corollaire de morts dans les rangs des élèves en raison d'une présence pléthorique de classes paillotes dans les établissements scolaires publics du pays. Que dire de l'accès aux soins de santé des populations, un autre volet social ayant également fait l'objet de grandes promesses de la part du candidat Bazoum Mohamed, mais qui semble souffrir le martyre du fait de son abandon. À cette date, il convient de rappeler que la gratuité de soins pour la mère et l'enfant, la prise en charge de certaines prestations sont loin d'être une réalité dans nos différentes formations sanitaires où des Nigériens continuent de mourir par manque de soins appropriés. Au plan des libertés et droits des citoyens, qui oubliera les forts engagements notoirement pris par le nouveau locataire du palais de la présidence lorsqu'il trompettait face à une délégation de la société civile partie les rencontrer aux premières heures de sa prise de fonction, je cite, « Plus aucun acteur de la société civile de surcroît ne sera encore mis en prison ou inquiété par ses opinions, son activisme sous ma mandature, car, disait-il, qu'il a lui-même joui de cette liberté constitutionnelle jusqu'à être consacré à la plus haute fonction de l'État en tant que président de la République. » Malheureusement, moins de 2 ans après, et à la surprise générale, l'opinion découvre tout le contraire de cette déclaration vendue par M. Bazoum Mohamed, qui s'est révélé pire que son prédécesseur passé champion dans l'emprisonnement des défenseurs des droits humains. Le cas de Abdoulaye Seydou, coordinateur de M62, qui vient de passer plus de 2 mois de détention arbitraire pour des chefs d'accusation aussi fallacieux qu'incongrus, ou encore celui de Ibrahim Salissou, Baja Abdou Awal et Idrissa Adamou, qui ont tous séjourné en prison avant d'être relâchés, sont là pour prouver le caractère décousu de cette profession de foi d'un parvenu aux commandes de l'État. Aussi, les interminables interdictions et suites de non-recevoir rencontrées par les déclarations de manifestations des organisations de la société civile témoignent de la détermination de son régime à réprimer davantage l'espace civique en se posant comme un régime liberticide où règne la peur et la terreur. En lieu et place, l'on a plutôt assisté à la mise aux arrêts de quelques menus frétins sur des affaires beaucoup moins importantes pour servir d'argument de campagne à la lutte anticorruption qui semble être un leurre sous les auspices de la Renaissance Acte III. Du gouvernement, la refonte du système sécuritaire nigérien exige un traitement urgent et judicieux
de tous les dossiers de corruption mis en nu à travers les différentes inspections, audits et autres rapports diligentés. Exige le respect strict du principe sacro-saint de la séparation du pouvoir et de l'indépendance de la justice. Exige la libération de tous les détenus politiques et ou d'opinion, dont notre camarade Abdoulaye Seydou, coordinateur national du M62. Exige le retrait pur et simple de toutes les bases militaires étrangères présentes sur le sol nigérien. La coordination régionale TLP Niamey appelle enfin l'ensemble des forces vives de la nation à une mobilisation générale en vue de la création d'un large front pour la défense des intérêts supérieurs de la patrie et prendre ainsi en main le destin du peuple. Parlons religion dans cette édition avec la Zakat El-Ma'al, qui est le troisième pilier de l'islam, dont le but est de purifier les biens que possède le donateur. C'est une aumône obligatoire versée annuellement en vertu des règles de solidarité de l'islam, dont le seuil d'imposition est de 85 grammes d'or. Quand et comment donner cette zakat? À qui l'a donné? La réponse avec Alarma Abdelaziz, il est prédicateur. La zakat vient intervenir au fait dans un cas social. La zakat vient intervenir pour permettre aux fidèles d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en posant cet acte fondamental de l'islam, mais de l'autre part en aidant au fait les autres. Parce que la zakat est destinée à un groupe. Et ce groupe-là, c'est pour leur venir en aide, c'est pour venir dans l'entraide en islam que Allah subhanahu wa ta'ala a édifié cette zakat-là entre nous. Donc c'est un acte d'adoration que le fidèle pose en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, mais de l'autre part, il aide au fait les gens à qui cette zakat elle est destinée. Alors qui doit prélever la zakat? Celui qui doit prélever la zakat, c'est celui qui détient une richesse dans laquelle on doit prélever la zakat. C'est celui qui détient, c'est-à-dire 85 grammes d'or. Quand nous prenons aujourd'hui, c'est l'équivalent de ce qu'on évalue, c'est l'or qu'on prend. Et en dépit de tout ce que nous utilisons, c'est-à-dire quotidiennement, c'est l'or qui est en valeur dans ce temps-là. Donc les billets sont à la valeur de l'or. Donc si vous avez une richesse pouvant acheter 85 grammes d'or, donc vous atteignez le seuil dans lequel on doit prélever la zakat. Mais maintenant, il va falloir attendre que cela fasse un an dans son seuil ou qu'il dépasse le seuil pour donner la zakat. Je m'explique. C'est-à-dire, vous avez de quoi acheter 85 grammes d'or. C'est-à-dire, vous avez 2 millions ou vous avez 1 800 000. Parce que si nous prenons le prix du gramme selon 20 000, 21 000, selon le temps dans lequel on est, parce que c'est un prix variable qui change, alors vous allez calculer 85 grammes va nous amener à 1 800 000, voire 2 millions. Vous avez 2 millions en espèces que vous avez encaissé ou vous avez ouvert une boutique ou une transaction ou bien une entreprise avec 2 millions. Et l'argent est en train de tourner. Donc une fois que ça fait un an, donc vous avez atteint le seuil et vous avez atteint le moment où on doit prélever. Donc c'est ce qu'on appelle an-nisab wa hal al-hawl. Donc il faut que ça atteigne d'abord le seuil. Si vous avez 1 million, il n'y a pas de zakat dedans. Vous n'avez pas atteint le seuil. Si vous avez 2 millions, c'est atteint le seuil, mais c'est en 6 mois, vous n'avez pas atteint l'année. Donc il va falloir attendre que ça fasse un an pour prélever la zakat. Et maintenant, quand vous allez prélever la zakat, comment prélever cette zakat-là? Vous allez calculer tout ce que vous avez en espèces. Tout ce que vous avez en espèces. Ce qui est en compte, ce qui est dans vos mains, ce qui est dans l'alimentation, si c'est une boutique, si c'est une entreprise, vous comptez tous les matériaux et tout ce que vous vendez et vous totalisez. Et le total... Le volet Ramadan de cette édition s'est intéressé à cette festivité nocturne animée généralement vers le 15e jour du mois béni du Ramadan par des enfants ou adultes portant des masques et passant de maison en maison à travers des chants et danses moyennant quelques pièces ou céréales. Cela est appelé Tobey Tobey. Découvrons ensemble cette pratique avec Mohamed Souley.
Amorcée depuis la nuit des temps, la pratique du Tobey Tobey est connue de tous. C'est dire que le mois béni de Ramadan, en plus de son caractère religieux, est aussi une période comportant des faits culturels significatifs pour les Nigériens. En ville comme au village, aucune localité n'est épargnée par cette pratique qui débute en général dès la 15e nuit du mois de Ramadan. Les enfants se constituent en groupe, se déguisent et circulent dans les rues, de porte à porte, de boutique à boutique, pour divertir la population en utilisant des vieilles boîtes de conserve qui leur servent de tam-tam pour chanter et danser. Les offrandes faites à l'endroit de ces enfants est tout à fait volontaire, un butin qu'ils partagent entre eux par la suite. in ya kwana 15 muna yi shi da ce sana mun gaito muna nan tobe. Nous sortons chaque année à la 15e nuit du mois Ramadan pour faire le tobe. Nous faisons de porte à porte et nous gagnons beaucoup d'argent que nous partageons par la suite. Mais en tant que chef d'équipe, la part est la plus importante. Yanzu da muka ga abun bai yanzu tun mun ta gida kudin da muka samu muna raba su ne amma ni nawa sai yayi yawa sai na yi da nawa gina na ga wanda gami sai in ba yara na su masu can su kashe kansu. Méprisé par certains, le Tobey Tobey reste tout de même une pratique culturelle appréciée par la population, car disent-ils, elle reflète nos coutumes. C'est une tradition perpétuée depuis la nuit des temps. Nous aussi, étant enfants, nous l'avons fait. C'est pourquoi j'encourage ces jeunes, car il faut Riche tradition ancestrale du pays, le Tobey Tobey suscite de nos jours peu d'intérêt. Et si rien n'est fait pour préserver cette pratique, elle tombera dans l'oubli. La particularité cette année est que le Tobey Tobey s'est fait dans un contexte d'état d'urgence sanitaire. Le couvre-feu oblige. Les enfants sont contraints d'arrêter le périple avant 21h, alors qu'avant, ces acteurs pouvaient aller jusqu'à 2h du matin. Comme chaque vendredi, place à présent à votre magazine de l'éducation qui s'est entretenu avec le professeur du CSP Asifa, un entretien relatif aux préparatifs de l'examen du baccalauréat session 2023 prévue pour le 19 juin prochain. Très bonne réception, au revoir, excellent début de week-end en compagnie des programmes de la télévision en continu. Au revoir. Cette année, nous avons appris avec tout le monde que le bac de la session 2023 se tiendra le 19 juin parce que comme ils voulaient organiser le bac UOMOA à l'instar des autres pays de l'UOMOA. Donc, heureusement pour nous, cette année, il n'y a pas eu beaucoup de perturbations. Donc, nous avons pu évacuer le programme. Donc, nous sommes à presque 80%, dans d'autres matières, 85% de taux d'exécution. Donc, le hic qu'on a constaté, c'est que les deux dates du BPC de la session 2023 et bac 2023, il n'y a qu'une semaine d'intervalle entre les deux sessions. Donc, nous ne savons pas comment l'État compte gérer cette situation parce que si nous savons tous que le BPC et le bac, nous utilisons tous les mêmes centres et intervalle d'une semaine, les choses seront très serrées et nous osons espérer que l'État va revoir ça au moins pour augmenter une semaine la date du baccalauréat session 2023. Donc ici, nous sommes dans les préparatifs, les choses avancent très bien. Nous avons déjà fait notre premier examen blanc pour la préparation des enfants. Donc on a eu le résultat et nous avons constaté là où il y a les lacunes. Donc nous sommes en train de prendre les dispositions pour qu'on puisse évacuer ces lacunes pour que les enfants puissent être prêts pour affronter les épreuves de la session 2023 qui sera en juin 2023, Inch'Allah. L'OBEX a rappelé ça récemment que le bac se tiendra, Inch'Allah, le 19 juin 2023. Et on est en train de voir la confirmation parce que actuellement les convocations sont déjà disponibles. Nous avons imprimé les convocations, ils ont fait la répartition des élèves. Les élèves connaissent tous leur centre. Donc nous pouvons dire que, sauf en cas de force majeure, le bac se tiendra sûrement le 19 juin.
Et nous allons mettre tout en place pour que nos enfants puissent être dans les meilleures conditions pour aller affronter ces épreuves le 19 juin prochain, Inch'Allah. Donc actuellement, nous avons donné les convocations aux enfants. Donc ils sont en train de vérifier pour voir s'il n'y a pas de petites erreurs. Et les choses vont très bien et nous attendons seulement la date du 19 juin, Inch'Allah. Notre espoir, c'est que nous espérons que l'OBEX ait pris des dispositions pour que les mêmes erreurs ne se répètent pas comme l'année passée, parce que nous tous, nous vivons dans le même pays, nous avons constaté qu'il y a eu quelques lacunes l'année passée au niveau des correcteurs et au niveau de l'organisation du bac. Donc, nous osons espérer que maintenant toutes les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, puisque nous voulons organiser un bac à l'instar des pays de l'UEMOA. Donc nous osons espérer que l'État a pris toutes les dispositions possibles pour que ça soit la session du baccalauréat, la meilleure session de baccalauréat qu'on ait jamais vue, et que nos enfants sortent satisfaits et que les établissements et que le ministère aussi soient satisfaits de l'organisation du bac et qu'il n'y ait pas des erreurs au niveau de la correction et qu'il y ait aussi assez de correcteurs pour qu'on ne puisse pas vraiment hacher les enfants dans la correction des copies. L'inscription en ligne, vous savez, toute chose nouvelle, il y a des difficultés. Donc il y a des difficultés d'adaptation. Comme vous le savez, la technologie n'a pas avancé à ce point-là au Niger. Et il y a un problème parfois de connexion, même si l'OBEX donne un délai pour l'inscription en ligne, parfois pour des problèmes, pour des raisons techniques, pour des problèmes de connexion que nous rencontrons. Vous allez voir, il y a toujours des retards au niveau des inscriptions. Mais heureusement, chaque fois, l'OBEX arrive à nous comprendre, à nous donner un délai pour qu'on puisse corriger, pour qu'on puisse finir nos inscriptions. Les erreurs, ça ne peut pas manquer. Les erreurs, ça ne peut pas manquer. Mais si, heureusement, ici, à notre niveau, nous n'avons pas eu de problème. L'année passée, nous n'avons pas eu de problème, cette année aussi, même s'il y a eu des erreurs à faire, c'était des petites erreurs de nom ou de date de naissance, mais on a pu les corriger. Donc, nous pouvons dire qu'à notre niveau, tout est OK. Mais on a besoin, les chefs d'établissement, ils ont besoin de temps pour s'adapter à ce nouveau système qui, nous le savons tous, nous arrange, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller au niveau du service du baccalauréat pour récupérer les convocations. Nous avons la possibilité nous-mêmes de gérer les convocations en ligne, de les imprimer pour donner à nos enfants. Donc, et nous avons aussi la possibilité de suivre les résultats de nos candidats en ligne. En cas d'admission, nous avons nos codes, nous pouvons rentrer voir il y a combien d'admis, qui sont admis et les refuser. Donc c'est vraiment un moyen très sûr et un moyen très satisfaisant de suivi et d'inscription des enfants au baccalauréat. Bon, c'est une collaboration qui se passe très bien parce que nous ne pouvons pas, l'OBEX ne peut pas exister sans les écoles et c'est vice-versa. Donc nous devons travailler ensemble. Nous devons, si les choses marchent, c'est avec l'aide des chefs d'établissement. Parce que si ça ne marche pas au niveau des chefs d'établissement, si les chefs d'établissement n'arrivent pas à inscrire tous les élèves, il y aura toujours des hiccups au niveau de l'organisation. Donc l'OBEX doit être à l'écoute de ces chefs d'établissement pour qu'on travaille main dans main, pour que les choses puissent avancer, pour que les innovations qu'ils veulent apporter puissent être des innovations qui vont honorer l'école nigérienne, qui vont nous aider à bien préparer pour qu'il n'y ait pas de tricherie, pour qu'on ait une session saine de baccalauréat. Donc je pense que notre relation avec l'OBEX, c'est une relation très bonne, très saine, et tout se passe bien. Et, comme vous le savez, il peut toujours avoir des améliorations, il peut toujours avoir des doléances et des exigences et nous osons espérer que l'OBEX va prendre en compte chaque fois qu'on a des doléances, il va essayer de prendre dans la mesure du possible nos doléances pour qu'on puisse travailler dans les meilleures conditions possibles. Je veux commencer d'abord par les parents d'élèves parce que c'est avec l'aide des parents d'élèves qu'on arrive toujours à avoir le résultat souhaité. Nous sommes dans le dernier virage et actuellement, si un candidat ne se rend pas compte qu'il a un examen dans moins de 2 mois, je crois que c'est très grave. Et le parent, il doit être sûr que son enfant vient à l'école
que son enfant est à jour et son enfant vraiment il suit les cours comme il se doit. Parce qu'actuellement nous sommes dans la phase on est en train de finaliser le programme et le dernier mois généralement on passe, c'est un mois de révision, c'est un mois d'exercice. On essaye de collecter tous les sujets des années dernières pour qu'on puisse faire des révisions, des travaux dirigés, pour que les enfants puissent être dans les meilleures conditions. Et là où ils ont des problèmes, c'est dans ces derniers mois qu'ils vont poser pour qu'on puisse résoudre ces problèmes. Donc actuellement, si un élève ne vient pas à l'école, c'est très grave et le parent doit être au courant. Puisque actuellement, tout parent est au courant du niveau de son enfant. Parce qu'on a donné les bulletins, on a fait des examens blancs, on a rendu compte aux parents de l'évolution de leurs enfants. Donc c'est avec l'aide de ces parents-là qu'on va évoluer et qu'on aura le résultat escompté. Maintenant, en ce qui concerne l'État, j'ose espérer que l'État va mettre toutes les conditions possibles en place pour que cette session 2023 soit la meilleure session possible. Là, à l'endroit des élèves, je leur souhaite vraiment bonne chance et du courage parce qu'avec le carême et ensuite cette chaleur, c'est pas facile. Mais c'est leur destin, c'est leur avenir. Ils doivent sacrifier vraiment tout leur temps. Ils doivent se dire qu'ils n'ont rien à perdre. En fait, ils doivent tout donner pour réussir. Et la réussite, là, ce n'est pas pour les parents, ce n'est pas pour l'école, ni pour le proviseur, c'est pour eux-mêmes. Quand ils vont réussir, c'est pour eux-mêmes. Et on veut que cette jeunesse soit une jeunesse vraiment consciente, une jeunesse qui sait ce qu'elle veut, une jeunesse d'ambition et de projet. Donc vraiment, je leur souhaite bonne chance et j'ose espérer que nous aurons le résultat qu'on a toujours souhaité, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.